il faut employer une démarche participative inclusive qui nécessite de faire appel aux usagers dans l'élaboration des services publics. Pour améliorer la qualité de service, l'administration s'appuie en premier lieu sur ses agents. Et les agents ne sont pas aussi à négliger, mais désormais également sur les usagers, entreprises et citoyens dans le cadre de démarches faisant appel à leur contribution. Loi numérique, ateliers collaboratifs, co-design de services, concours et challenges, hackathon ou Open Data Camp. Autant de formats pour faire appel à l'intelligence collective dans une démarche de progrès. Donc c'est important également d'associer les usagers. Évaluer les services publics en quelques clics. Des plateformes numériques permettent aux usagers de noter et de commenter leurs expériences de service public. Yelp, acteur majeur sur le marché des avis participatifs sur les commerces locaux, a conclu en 2015 un partenariat avec les agences fédérales américaines pour leur fournir un espace de collecte de retour d'expérience d'usagers. Certaines entreprises du e-commerce vont même plus loin et s'efforcent de collecter l'expérience vécue en temps réel afin d'adapter les fonctionnalités de leurs applications web. Voilà une autre image. Il faut évaluer les services publics en permettant aux usagers de s'exprimer sur leurs expériences avec les services publics. C'est-à-dire quelqu'un va à la mairie de Cocody, il a un document à faire, comment est-ce qu'on l'accueille, comment est-ce que la procédure est menée, jusqu'à ce qu'il rentre en possession de son document. Au regard de cela, la notation qui sera donnée permet à l'administration en tant que telle de s'améliorer. Il peut y avoir des questionnaires qu'on peut donner, la personne remplit, et sur la base de cela, on voit quels sont les aspects où la rapidité, la promptitude n'a pas été de mise et on peut améliorer. Ça permet de rendre l'administration performante. Un exemple de communication réussie sur la réforme, l'allègement du fardeau de la paperasserie au Canada. En 2005, le gouvernement fédéral canadien a engagé un vaste programme de simplification des démarches administratives des entreprises, en particulier à destination des PME. Le programme visait à simplifier les formalités administratives redondantes et supprimer les réglementations inutiles. Donc voilà le gouvernement canadien qui en 2005 a mis en place un programme pour simplifier les démarches administratives des entreprises. Cela consistait à faire quoi? À supprimer les formalités administratives qui se répétaient. Est-ce que vous voyez? Peut-être c'était sur le numérique, mais ils se rendent compte que dans les questions qui sont les rubriques à renseigner, il y a plus ou moins des mêmes rubriques qui se répètent, mais sous d'autres formes. Est-ce que vous voyez? Donc ils vont chercher à les supprimer pour rendre plus fluide, pour faciliter le renseignement de tout cela. Engagement fort du gouvernement fédéral. L'accent a été porté sur le sens donné à la réforme et à la valorisation de ses impacts. Il y a un engagement qui a été pris. Instaurer une règle claire. Le programme de simplification a mis en œuvre un principe clair du 1 pour 1 dont la compréhension est aisée par le grand public. Pour chaque nouveau règlement qui crée une nouvelle obligation administrative pour les entreprises, un règlement existant doit être abrogé. Mesurer systématiquement la performance. Une enquête triennale publique menée par l'organisme fédéral de statistiques publie les données sur le coût de la réglementation des PME.
de façon à ce que le gouvernement dispose de données fiables et objectives sur ses coûts et leurs tendances. En outre, les rapports périodiques sont fournis au ministère concerné ainsi qu'au comité parlementaire afin d'actualiser les feuilles de route de chaque administration. À ce niveau, on se rend compte qu'ils ont instauré une règle claire. La règle consistait à faire quoi? C'était une règle de simplification des démarches administratives qui consistait en un pour un. C'est-à-dire, s'il y a un document qui vient, on le traite et on passe à un autre. Il fallait également mesurer de manière systématique la performance. Et cette mesure de la performance passait par ce qu'on a dit l'enquête publique, où on demande un peu l'avis des personnes, peut-être sur un service donné ou une administration donnée, pour voir quels sont les niveaux de performance, quels sont les niveaux où il y a des efforts à faire. Recueillir les avis des usagers, tout comme en France, un comité consultatif sur l'allègement du fardeau de la paperasserie représente les entreprises. Il fournit au gouvernement de l'information, des conseils et des recommandations sur les enjeux les plus importants auxquels les PME du Canada font face et permet ainsi de peser sur les demandes d'arbitrage et lors de la rédaction de nouveaux règlements. C'est pratiquement la même chose que l'autre. Principaux enseignements pour une transformation publique réussie. Réduire les déficits publics ne peut être entrepris que de manière structurelle et sur la base d'une vision des missions de l'État. Mobiliser le plus haut niveau de l'État pour être en capacité d'arbitrer les décisions difficiles de révision du périmètre des missions. Instaurer un cadre permanent de revue plutôt qu'un exercice temporaire. Donc voilà ici les enseignements essentiels qu'on peut retenir pour aboutir à une transformation publique de qualité. Il faut donc réduire les déficits publics. Il faut retenir que la réduction des déficits publics ne peut être entreprise que de manière structurelle et sur la base d'une vision des missions de l'État. Donc il faut avoir au préalable les missions établies par l'État. Quels sont les objectifs? Il faut aussi mobiliser le plus haut niveau de l'État, c'est-à-dire le président, le premier ministre, etc., pour être en capacité d'arbitrer les décisions difficiles de révision du périmètre des missions. Et souvent, il peut arriver des missions ou des attributions qu'on donne à des administrations qui se chevauchent. Et ça crée des conflits de compétences. Comment régler ces conflits de compétences? Il faut instaurer aussi un cadre permanent de revue, plutôt qu'un exercice temporaire. Parce que le cadre permanent de revue peut permettre d'améliorer les points qui coincent. Si on doit avoir un exercice temporaire, c'est-à-dire une fois par an, on fait une revue. Non seulement c'est fastidieux, ça prend du temps, mais aussi on ne peut pas être efficace. Donc on peut établir par exemple un cadre de revue trimestriel. C'est vrai. Chaque 3 mois, on se réunit pour voir quels sont les aspects qui ont été développés, où est-ce qu'on en est, comment ça évolue. Là, c'est très important. Axe 3. Faire des ministres les véritables pilotes de la modernisation, responsables devant les citoyens et la représentation publique. Donc ici, il s'agit d'octroyer le pouvoir au ministre, mais ce pouvoir-là n'est pas un pouvoir dans un sens d'autorité, autoritarisme,
mais c'est un pouvoir qui doit les emmener à savoir qu'ils sont responsables de tous leurs actes, de toutes les actions publiques qu'ils doivent déployer. Ils sont responsables non seulement devant les citoyens, mais aussi devant la représentation publique, les institutions de la République. Ce qui fait que lorsqu'un ministre se met dans des postures de détournement, l'État peut le poursuivre. Mais qu'est-ce qui arrive généralement? On ne poursuit que lorsque l'individu incriminé décide d'aller contre nous. Sinon, tant qu'il est avec nous, il bénéficie des privilèges. Souvent même, on peut lui donner encore d'autres fonctions plus grandes. Est-ce que vous voyez? Le ministre, patron de son organisation, ce qui veut dire qu'il faut renforcer les pouvoirs du ministre. Mais souvent, surtout en Afrique, sur nos tropiques, on se rend compte que y a des ministres qui sont affaiblis par le système. Un système opaque dans lequel on a le chef de l'État qui a une autre personne sous sa tutelle qui s'approprie le pouvoir d'autorité de dauphin constitutionnel. Et au nom de cette posture de dauphin constitutionnel, il se donne le droit d'oppresser d'autres personnes, de donner des instructions au point où, très souvent, il se met en opposition soit avec le vice-président ou avec le premier ministre. Parce que lorsque les instructions sont données par le chef du gouvernement ou le vice-président, lui, il passe derrière pour dire autre chose. Et il se constitue un groupe qui le soutient là-dedans. La réforme ne peut être uniquement portée par les directions en charge de la modernisation de l'État ou les directions financières. Elle doit impliquer l'ensemble des décideurs publics, du ministre au directeur d'administration et chef de service. Cela nécessite de redéfinir le juste degré de responsabilité pour chaque niveau de la chaîne d'exécution. Donc c'est important que les attributions de chaque niveau soient connues, qu'on sache qu'est-ce que le ministre doit faire, le DICAP doit faire, les directeurs d'administration doivent faire, les chefs de service, tout ça. À partir du moment où chacun connaît ses attributions, ce qu'il a à faire, mais le travail peut fonctionner. Et en même temps qu'ils connaissent, ça les rend responsables. Parce que s'il y a quelque chose qui ne va pas bien, automatiquement on sait à qui s'adresser. Ainsi, le ministre sera le patron de son administration et la clé de voûte de la modernisation de son périmètre d'intervention. En lien direct avec les directeurs de l'administration centrale, il s'engagera sur la mise en œuvre effective des projets afin de traduire les objectifs en indicateurs pour les managers publics, sur le modèle managérial du ministère de la Défense. Donc, le ministre est au cœur de la machine. Et en tant qu'être au cœur de la machine, c'est à lui de donner les orientations stratégiques. Mais ces orientations stratégiques ne doivent pas aller en dehors de ce que le gouvernement a prescrit. Donc, c'est sa feuille de route qui est là. Et il s'appuie là-dessus, c'est vrai, il peut agrémenter en voyant quels sont les projets stratégiques à développer au regard de cette feuille de route-là pour rendre son ministère autonome, résilient et performant. Donc, les rôles doivent être bien distribués, bien partagés. La réussite du futur gouvernement, du futur programme de modernisation nécessite de mobiliser bien au-delà des outils techniques en charge de la réforme et des quelques ministres portant en général cet enjeu au sein du gouvernement. Il est absolument nécessaire que le ministre et son équipe puissent
être responsables devant le Parlement. C'est ce qu'on voit, c'est la raison pour laquelle ils vont rendre compte et ils vont négocier leur budget annuel. Et l'opinion publique de l'avancement des projets. Engager les parlementaires sur l'élaboration et le contrôle effectif des projets pour en faire des relais. Le Parlement britannique n'est pas seulement associé à la préparation des réformes prioritaires. Il consacre aussi une partie significative de son énergie à contrôler l'usage efficace de la dépense publique dans une véritable logique d'optimisation. Et ça, c'est le rôle du Parlement. Donc, ils ont également leur mot à dire sur les orientations de chaque ministère par rapport à la politique nationale. C'est la raison pour laquelle, quand les ministres vont, ils interviennent, ils font des propositions et à l'issue, ils peuvent soit valider le projet de budget ou ils peuvent refuser ou demander des amendements à certains niveaux, puisqu'ils représentent la population. A l'inverse, en France, cette fonction n'est que faiblement valorisée et peu nombreux sont les parlementaires qui se spécialisent, par exemple, sur les questions de réforme de l'État. Ce qui veut dire quoi? Il faut qu'il y ait des parlementaires qui sont spécialisés sur ces questions-là pour que le débat soit constructif, soit pertinent et puisse aboutir à de bonnes choses. Valoriser les parlementaires intéressés par ce pouvoir d'interpellation permettrait de renforcer le rôle de contrôle et d'évaluation des politiques publiques du Parlement et de faire des parlementaires des relais, par exemple à l'occasion d'une séance mensuelle consacrée aux réformes. Plus en amont, la généralisation d'études d'impact de qualité mises à jour à l'issue du vote parlementaire faciliterait le diagnostic et ensuite l'évaluation et le contrôle. Pour 52% des Français, le meilleur moyen de rendre la dépense publique plus efficace est de mieux la contrôler par le biais du Parlement plutôt et de la Cour des comptes. Donc, le Parlement et la Cour des comptes interviennent comme les contrôleurs de l'action publique menée par les ministères et par les ministres. Mais c'est dans cela que la Cour des comptes a épinglé certains ministres au dernier exercice, notamment Kakabe et autres, où il y avait des déficits. Est-ce que vous voyez? Donc, leur intervention participe aussi à l'idée de bonne gouvernance. C'est-à-dire, ils ont fait tel Kakabe. Oui. Donc, ils ont profité des arbres pour l'enlever en même temps. Alors, on ne te poursuit pas, le peu que tu bouffes ça un peu. Il faut garder. C'est ça, tout tranquillement. Être transparent sur les résultats pour créer une boucle vertueuse. Les choix de réforme doivent s'appuyer sur des données objectivées et consultables par tous. Pour chaque réforme d'ampleur, un diagnostic préalable est prérequis méthodologique crucial. L'administration dispose de nombreux outils en ce sens, déjà testés avec succès à l'étranger, par exemple par les institutions européennes. Est-ce que vous voyez? Selon vous, on va quand même poser une question. Que pensez-vous du rôle du Parlement et du Sénat dans le contrôle de l'action publique ministérielle en Côte d'Ivoire? À travers des exemples précis. Que pensez-vous du rôle du Sénat et de l'Assemblée nationale dans le contrôle
des actions publiques ministérielles. Que pensez-vous du rôle du Sénat et de l'Assemblée nationale dans le contrôle des actions publiques et ministérielles? Bon, est-ce que le Sénat et l'Assemblée nationale, pour le cas de la Côte d'Ivoire, bon, je ne vois pas que vraiment il y a des contrôles. Ok. Bon, en fait, le contrôle va se limiter au passage des ministres pour exposer le... Oui, pour exposer le budget. Oui. Mais après ça, vraiment, il faut suivre comment c'était exécuté. Tout ça. Et il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Oui. Voilà. Les ministres ne viennent pas, disons, pour faire le point de leur gestion. Tout à fait. Normalement, il doit y avoir, en comptabilité, on parle d'ouverture et de clôture. Et autres. Oui. Voilà. C'est ça. Il y a l'ouverture. Pour l'ouverture, mais pour l'ouverture, mais pour la clôture, le journal est fermé, c'est fermé. Voilà. C'est vrai. Ouais. Sans parler, quand ils vont prendre leur budget, bon, en comptabilité, je ne sais pas si vous avez fait la comptabilité. En comptabilité, c'est des écritures, on passe. Voilà. Ouais. Et chaque journée, le comptable tient ce qu'on appelle le journal, voilà, des charges. C'est-à-dire il y a les sorties et les entrées. Les sorties et les entrées. Les sorties et les entrées, les sorties et les entrées. Donc, il tient son journal et autres. Là, laquelle il a commencé, il y a des paiements. Et chaque soir, il fait ce qu'on appelle la clôture. Merci. Ça me donne une idée. Un tel document, ça se présente sous forme de reçu, non? Non. Il y a une date qui non, c'est ça, c'est pas les reçus, mais c'est, je dirais, c'est les écritures, c'est le passage des écritures sur, disons, des feuilles bien définies, déterminées. Ah, d'accord. Voilà. C'est comme, disons, ton cahier de prise de notes. Voilà, ça dit aujourd'hui, il faut partir à un séminaire, tu mets la date là. Un net miroir. Voilà, tu mets la date. Le séminaire, bon, début, ça a débuté à telle heure, ou bien la réunion a débuté à telle heure, et la réunion a pu faire à telle heure que tu signes. Donc ça, en comptabilité, on appelle ça le journal. Voilà. C'est-à-dire, chaque fois qu'il rentre des trucs à la machine, il fait les dépenses. Voilà. Donc il prend le journal et les lignes passent dessus. Voilà. On peut parler de la ligne 625 qui peut, disons, parler de matériel, la ligne 630 qui peut parler des salaires, voilà, comme sur le bulletin de salaire, là. Voilà, il y a différents codes. Ah, d'accord. Code transport, ça fait tel montant, pour indemnité de logement, mais il y a un numéro. Voilà, donc là, c'est le journal. Voilà, c'est le journal, en tout cas, qui est là. Voilà. Et c'est basé sur le système 6 quoi. C'est ça, voilà, de l'OEMOA. Voilà, donc c'est des codes. Donc, quand les ministres vont présenter leur budget, voilà, tous ces trucs-là sont détaillés. On met le montant, le gros montant. Voilà, ça va s'équilibrer en charge et en dépenses. C'est ça. Voilà, ça dit, bon, ben, 4 milliards pour ton ministère. Et les 4 milliards sont repartis de la sorte. Construction d'écoles, équipement, mobilier, il y a différentes lignes là. Et puis en bas maintenant, on tire maintenant le solde. Il va être zéro. C'est-à-dire la charge équivaut à la dépense. Voilà. Donc quand ils font ces ouvertures là, ils vont s'arrêter pour devant les députés, bon ben les milliards là, bon ben on va faire tant, voilà. Et les députés se bornent à ça. Non, mais ça ils se bornent à ça. Mais au soir, en principe, au soir, en fin d'année, avant de passer, disons, à notre budget, ils doivent faire ce point-là d'abord. L'argent qu'on a donné l'année passée, là, ça servait à quoi? D'accord. Voilà. Comment, en tout cas, disons, cette dépense, comment ça a été dépensé et autres. Et il reste combien dans la caisse? Mais il faut rien de tout ça. Et chaque année, on vote. Et puis les budgets augmentent seulement. Voilà.
Maintenant, comme tu l'as dit, quand tu n'es pas inclus, ils envoient maintenant des audits. C'est ça, c'est clair. Voilà. En fait, c'est une sorte de pouvoir discrétionnaire. Voilà. Donc, c'est ça, c'est comme ça les gens font. Dommage. Et c'est pas bon. C'est pas bon, ça. C'est pas la bonne raison. Et aussi, on dit en comptabilité, quand l'argent sort, ça ne rentre plus. Ah, quand l'argent sort, ça ne rentre plus. Ça, voilà, ça ne revient plus. Ouais. Ça dit, par exemple, le crédit, le crédit délégué que j'ai là-bas, mon crédit, en plein exercice, on peut réduire comme on peut augmenter. Oui. Voilà. Ils m'ont donné du carburant, je crois, c'est 1 200 000 francs du carburant sur toute l'année. Il y a, disons, la ligne fourniture de bureau. Et tout ça, donc, c'est des différentes charges et autres. Et si je n'arrive pas à dépenser, qu'est-ce qu'on fait de cet argent? On met à ma disposition pour gérer mon service. Si je n'arrive pas à dépenser, automatiquement l'année prochaine, ils vont couper le crédit. Si je me suis dit, c'est comme si tu n'en as pas besoin. Voilà, tu n'en as pas besoin. Ouais. Si tu n'as pas envie de dépenser aussi, ils vont tout prendre. Oui. Donc les gens s'arrangent à évacuer rapidement et autres. Ouais. Donc il faut trouver des opérateurs, soit mobiles, des opérateurs de choses à qui je m'adresse pour dire proposez-moi vos offres. Oui. Donc je dépose une copie à Total et puis une copie à Shell. Ils me présentent des offres et puis je choisis. C'est-à-dire qu'il faut toujours prendre au moins 3 opérateurs ou bien 2. Et on dit vraiment qu'il y a la transparence. Voilà. Donc je choisis un opérateur et on me demande s'il faut donner en souche ou en carte. Quand je donne en carte, ou je vais à une station et puis maintenant ils me mettent dans un truc là. Voilà, et autres. Et c'est comme ça. Donc je fais un coup d'année, un coup d'exercice. Je fais des engagements. Voilà. Je prends aussi ceux qui fournissent aussi les rames, les papyrus, tout ça aussi, je les vois. Et puis je sélectionne aussi. Donc je leur dis de me préparer les factures. Quand ils préparent les factures, ils envoient, je signe, je mets mon cachet dessus. Et au niveau du budget, c'est retracé. On dit le service, voici le code. L'administrateur, c'est tel nom, l'administrateur délégué, c'est tel nom, etc. Donc il faut les engagements. Je vais, je signe. Quand je signe maintenant, ils vont déposer ça maintenant au contrôle financier. Le contrôle financier vient pour voir, pour constater si effectivement les trucs étaient livrés. Voilà, donc quand ils viennent au service, voici la rame, voici le carburant, voilà. Mais eux aussi, ils cochent et ils vont traiter le dossier. Donc quand le contrôle financier a fini maintenant, maintenant tout est validé, maintenant ça va au trésor. Voilà. Bon, maintenant ça arrive au trésor. Que le monsieur soit payé ou qu'il ne soit pas payé, ça c'est je m'en fous. C'est ça. C'est pas mon problème. Je vois ça. Mais je m'en fous. Mais Puisque on m'a pas donné l'argent physique. On m'a donné l'argent sur papier pour dire que voici ce que tu vas dépenser. Non, il y a trop de flou. Voilà. Et quand les gens font aussi, quand ça arrive aussi là-bas, c'est pas fait de 10%. Donc il y a tout dedans, au point où le but flou, c'est-à-dire c'est le but que on peut acheter à 100 francs à la boutique. Et vendre ça à 5 000. Voilà, on peut vendre ça. Ça dit c'est l'engagement que je signe. Voilà, ça peut être 3 paquets de bic et puis on met 10 000 francs. Voilà, et autres. Les 3 paquets peut-être font 3 000. Voilà. Voilà. Mais c'est un flou artistique alors. C'est vraiment. C'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Ouais. C'est vrai, le plus souvent les opérateurs se plaignent du trésor. Bon, vraiment, on ne va pas payer, on a tel nombre de milliards sur l'État et tout ça. Vraiment. Compliqué. C'est comme ça. Et les ministres, ils ne font pas de clôture. Mais tout ça, c'est fait.
C'est pas exprès. Et le président même sait. Ici, Comme il a sa part, il a sa part dedans, il ne part pas. Il laisse le vide comme ça. Et il y a des milliards qui sont stockés là, où ils prennent le plus bon payer. C'est pas possible. Donc, si on veut rentrer dans les détails, on dit bon, qu'est-ce qui est consommé, qu'est-ce qui n'est pas consommé. Oui. Ouais. Donc, Ça c'est fait exprès. c'est fait exprès. L'administration dispose de nombreux outils en ce sens, déjà testés avec succès à l'étranger. Par exemple, les institutions européennes. L'exploitation des résultats d'évaluation des dispositifs existants ou des expérimentations menées en France ou à l'étranger, la comparaison avec les pratiques existantes à l'international, l'étude d'impact des différents scénarios disponibles, l'engagement des agents dans la définition de la mise en œuvre, la consultation des citoyens, la méthode d'action qui incite à la transformation requiert une pédagogie auprès des Français et des agents publics assise sur la transparence quant à l'avancement de l'impact. Quelque chose ce dont on parlait. Donc il faut créer les conditions d'une transparence. Mais quand on voit ce que vous venez d'expliquer là, on me rend compte qu'il y a plein de milliards qui passent entre les mailles du filet. Et cette transparence-là est remise en cause dans la mesure où ça crée des déficits. Et ces déficits sont portés à la lumière du jour sur des individus qu'on a fini d'utiliser et dont on veut se débarrasser. Mais là, c'est un véritable problème. Donc il faut également procéder à une comparaison avec les pratiques existantes à l'international pour voir si véritablement votre système, votre méthode que vous avez mise en œuvre respecte les normes en fait. Très important. Elle impose de rendre visibles en temps réel les résultats via un tableau de bord des réformes. Organiser sur un rythme trimestriel la communication sur leur avancement préservera le temps nécessaire au développement de nouveaux services tout en garantissant la régularité du suivi. Concentrer